Hello, hello, hello. Hello everybody. What's up? Comment ça va aujourd'hui la team? Bon, est-ce que vous la sentez un peu cette odeur, hein? Cette odeur de reprise qui s'annonce puisqu'on est maintenant à J-3. J-3 avant cette reprise et le sourire il s'agrandit. Et je pense que c'est pareil pour pas mal de monde de la team Payade et c'est plutôt cool. C'est plutôt cool d'autant plus que il y a eu une bonne nouvelle que j'ai trouvée là, qui est arrivée tout à l'heure, mais on en reparlera tout à l'heure. Je trouve ça plutôt cool, parce que ça fait un moment que c'est pas arrivé, donc on en rediscutera. Voilà. Avant ça, je tenais à vous dire que pour ceux qui regardent en replay, je pense avoir trouvé finalement le format adéquat dans l'expérience visuelle que je voulais vous proposer, puisque j'ai lancé le format il y a 2 semaines, et c'est pas évident, mine de rien, hein, quand tu fais tout seul. Streamer, ça se fait pas comme ça d'un claquement de doigts. Et je voulais vous proposer quelque chose qui était d'assez sympa et cool pour vous, mais je suis pas forcément arrivé tout de suite parce que c'est normal, parce que c'est le début et puis parce que c'est pas mon boulot en fait, voilà. Mais c'est une passion autour du foot, de la paillade, qui m'a conduit à vous proposer ça. Voilà, donc j'étais encore en train de me chercher et c'est pour ça que j'ai voulu lancer, utiliser la pré-saison un peu pour lancer le format et évoluer au fur et à mesure dans ma réflexion et puis dans l'animation que je voulais y donner. Et je pense finalement être allé, on va dire, à 75% de ce que j'aimerais vous proposer. Euh, Après avoir visualisé le dernier épisode, j'ai fait quelques modifications. Et maintenant, je suis en capacité de vous partager totalement mon écran, notamment sur les articles que je veux lire, que je veux et vais lire. Et comme ça, vous verrez que j'invente rien en fait. J'invente rien et que je me base vraiment sur des faits journalistiques. C'est très important pour moi de vous proposer uniquement du contenu de valeur et de parler de ce qu'on sait et de ce qui est en préparation de façon officielle. Voilà. Sur ce, pour le coup, ça nous amène au sommaire. Sommaire qui va être light aujourd'hui, mais pas si light que ça, vous allez voir, puisque au final, voilà ce qu'on va faire. On va faire de la revue de presse. Voilà. Donc aujourd'hui, je vous propose de la revue de presse basée essentiellement sur les articles du Midi Libre et de l'équipe, puisque je me suis abonné à ces deux médias de façon à avoir de la pertinence et de la récurrence d'informations pour la communauté. Et ensuite, après avoir fait ça, on ira sur le X du club, puisque comme je vous disais, il y a une bonne nouvelle qui est tombée là dans le milieu de l'après-midi. Et je souhaitais qu'on en parle, parce que moi, ça me ramène à des vieux souvenirs et c'est plutôt sympa. Voilà. Ensuite, je vous ai mis ici la photo de Mamadou Camara, tout simplement parce que il y a une belle interview qui est sortie de lui hier. Hier matin, j'étais à l'entraînement. Voilà. Et puis, à un moment donné, il est parti. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'ils ont fait l'interview pour la diffuser dans le courant de l'après-midi sur le site. Et l'interview, elle est très sympa. Donc, si vous avez l'occasion d'y aller, allez sur le site officiel du club. C'est public, c'est l'avantage. Et vous pourrez prendre connaissance de l'interview, même si je pense, sans trop me mouiller, que ils vont, le club va diffuser l'interview dans l'écho de la Mosson, juste pour l'avant-match, et que vous pourrez aussi, pour ceux qui seront présents en stade en tout cas, euh, lire l'interview dans l'écho de la Mosson. Voilà, donc comme je vous disais aujourd'hui, revue de presse, Midi Libre et équipe, on va commencer par Midi Libre, tout simplement parce que entre hier et aujourd'hui, il y a des articles très sympas qui sont sortis hein, dans le Midi Libre. L'échéance se rapproche, donc il y a pas mal d'articles sympas. On va y aller tout de suite. C'est parti. Direction le Midi Libre. Et hop. Bim. Here we go. Donc ça, c'est sorti aujourd'hui. Ce que je vais vous proposer du plus vieux
euh, du plus vieux au plus récent. Voilà, comme ça, bah, on va rien louper et surtout, bah, vous serez à jour sur les infos du club. Donc, on va commencer par cette interview de Damien Perkis. Damien Perkis qui est commentateur sur beIN Sport, hein. Et cette année, franchement, on va avoir une belle Ligue 2. Et je pense qu'on va bien manger, les gars. On va bien manger. On en est réduit à se satisfaire et à se hyper de la Ligue 2, mais je pense en fait qu'il y a vraiment quelque chose de très très positif là-dedans, dans le fait que on soit redescendu, puisque c'est l'opportunité de repartir de zéro, voilà, et de repartir sur des bases saines et voir la reconstruction du club, surtout maintenant que Laurent et Olivier restent, voir la reconstruction du club, voir comment ça va se faire sur des bases saines et sereines pour repérenniser le club en Ligue 1. Ça va être vraiment sympa. Ça va être vraiment sympa. Et en plus, moi, je nourris beaucoup d'espoir sur cette saison à venir, tout simplement parce que bah, on est, euh, ça va m'amener en fait à des souvenirs de 2009 où on a pu remonter en Ligue 1 et ce fameux Montpellier-Strasbourg. Voilà, alors on va espérer que la saison soit beaucoup plus favorable que ça et que on n'arrive pas à jouer notre montée en- sur le dernier match de la saison, et qu'on puisse monter beaucoup plus facilement et sereinement. Et, moi, je vise notamment la seconde place, hein, c'est ça qu'on doit viser. La première, je vous le dis clairement, on s'en fout. Euh, mais si on est premier, magnifique. Mais c'est la seconde place qu'on doit viser parce que là, au moins, c'est sûr, direct, on monte. Après, si on doit passer par les barrages, écoutez, on passera par les barrages. Mais avec le souhait que le barrage soit euh, positif et victorieux à l'issue et puis qu'on remonte. Voilà. Donc c'est parti, here we go. C'est parti pour la lecture de l'article. Montpellier peut être une équipe qui monte. Les Verts dans l'obligation de retrouver la L1. La Ligue 2 vue par Damien Perkis avant la reprise. Damien Perkis tempère autour du casting de cette Ligue 2. Il faudra voir le contenu, dit-il. Alors, c'est un article qui a été publié le 4 août, donc hier à 7h31, et rédigé par Maxime Reynaud, journaliste au Midi Libre. L'ancien défenseur consultant de beIN Sport, diffuseur du championnat, analyse les forces en présence avant l'ouverture de la saison de 2e division samedi 8 août. Nantes, Metz, Sochaux et Dijon en remplacement de Troyes, Le Mans, Amiens et Bastia. La Ligue 2 vous paraît-elle plus relevée que lors des dernières années ? En termes de nom, cette Ligue 2 est relevée, c'est une certitude. Après, en termes de qualité, on a vu certains, malgré leur prestige, avoir du mal, comme nous l'année dernière. Et après, c'est difficile de remonter directement l'année suivant la descente. Ce sont juste des noms en plus pour l'instant. Mais tout cela va donner un championnat avec de l'ambiance, des stades pleins et avec des affiches de prestige, un Nantes-Saint-Etienne, un Nantes-Montpellier, des beaux derbies aussi avec un Metz-Nancy qui va être explosif et je n'oublie pas non plus un Sochaux-Metz. Pour l'instant, la Ligue 2 s'est acheté le droit de vendre des noms pour ces journées. Maintenant, il faudra voir le contenu, mais c'est excitant sur le papier parce qu'il y a des ambitions, des budgets malgré la chute des droits télé et des publics dans de beaux stades. La Beaujoire, Saint-Symphorien, Geoffroy Guichard. L'accession pour Saint-Etienne est quasiment une obligation, sinon ça va être très compliqué pour la suite avec son projet et ses moyens. Des favoris se détachent-ils ? On dit toujours que les favoris logiques, ce sont ceux qui descendent parce qu'ils viennent de la Ligue 1 et qu'ils ont peut-être du mal à épurer leur effectif et les gros salaires. Sauf que non, on l'a vu, ce n'est pas le cas, même si certains se structurent. Effectivement, ce n'est pas le cas, puisque nous, l'année dernière, hein, on a eu le parfait exemple, on est descendu avec un budget, si je ne me trompe pas, l'année dernière était de 29 millions. 29 millions, il me semble, contre environ 20 millions cette année. 20 millions qui est un budget correct, hein, mais c'est pas évident de faire l'ascenseur. Saint-Etienne n'est pas parvenu à remonter. Il le doit cette saison, c'est quasiment une obligation, sinon ça va être très compliqué pour la suite avec le projet qu'ils ont et les moyens qu'ils ont. 35 millions d'euros pour Saint-Etienne cette année, très très gros budget pour la Ligue 2, donc effectivement je le rejoins. Saint-Etienne, et de toute façon je les vois comme l'un des grands favoris, hein.
Je vois Saint-Étienne comme un des grands favoris parmi les 5. Et je nous classe parmi les 5. Pour rappel, les 5 pour moi, c'est Reims, Saint-Étienne, Reims, Nantes, Montpellier. Et le cinquième, Saint-Étienne, Reims, Nantes, Montpellier. Et le cinquième, c'est Metz. Voilà, donc ça va être une grosse bagarre. Et puis après, il y aura des outsiders aussi, des gens qui vont venir jouer les troubles fêtes. Enfin, des équipes qui vont venir jouer les troubles fêtes et semer la zizanie dans tout ça. Donc ça va être une très très belle bagarre et une très belle Ligue 2 cette année. D'autant que statistiquement, à peine 20% des équipes reléguées remontent dès la saison suivante. C'est ce que je disais. Voilà, c'est terriblement dur de remonter immédiatement. Regardez Montpellier. L'année dernière, quand Papus Camara a récupéré son effectif, il était complètement décimé et il s'est en plus fait piquer Béchiro Meragic au mercato d'hiver. Tu n'es pas à l'abri de te retrouver en milieu de tableau et je trouve que Papus a fait un excellent travail sur la fin du championnat. C'est vrai parce qu'il a fallu, laver les têtes, apporter pas mal de changements au sein du club, voilà, renouveler un effectif aussi. Et puis il a fallu que la mayonnaise prenne. Zoumana Camara, il a cherché à aligner la meilleure équipe possible. Alors c'est parti par combler d'abord les plaies, voilà, et ça s'est vu parce qu'au début de saison, la saison dernière, c'était pas évident. Il y avait des compositions que personnellement je trouvais un peu trop défensives. Mais il n'avait pas le matos aussi. Voilà, il y avait pas le matos. Enfin, il y avait beaucoup de choses, beaucoup de conditions qui étaient pas, qui, qui étaient pas, qui étaient critiquables. Voilà, qui étaient critiquables et qu'on ne comprenait pas aussi en tant que supporter. Maintenant, au fur et à mesure de la saison, il a su apporter sa patte et sa touche personnelle. Et sur la seconde partie de saison, très beau parcours. Très beau parcours. On aurait pu aller en négociant mieux certains virages, espérer les barrages. Mais écoutez, c'est comme ça. Mais voilà, en tout cas, il a pour lui, Zoumana Camara, d'avoir instauré des bases saines et sereines, et surtout d'avoir réussi à mettre en place une certaine évolution dans le plan de jeu, dans l'animation offensive, et ça s'est vu par cette fin de saison positive. Voilà, maintenant, l'idée, c'est de surfer dessus sur ce début de saison à venir et de montrer et confirmer les progrès. Mais ça, je suis confiant parce que le mercato qui est fait jusqu'à présent va dans ce sens-là, donc c'est bien. On reprend la lecture. Ces idées ont commencé à se mettre en place. Voilà, c'est exactement ce que je vous disais. Son effectif a commencé à être bien rodé, c'est vrai. Montpellier peut être une équipe qui monte s'il est dans la continuité de l'année dernière. En fait, il aurait fallu que le championnat ne s'arrête pas pour lui. Je suis totalement d'accord avec Damien Perkis. On a vu en fin de saison que Zoumana Camara, enfin, l'équipe a commencé à vraiment bien assimiler ses principes de jeu. Et moi, je suis confiant parce qu'avec ce mercato, maintenant, et un effectif rajeuni, ça a l'air super intéressant sur le papier. Maintenant, la seule vérité, c'est le terrain. On reprend la lecture. En Ligue 2, mentalement, les joueurs ont quelque chose de supplémentaire. 8 des 18 clubs de Ligue 2 ont changé d'entraîneur cet été. Est-ce une donnée importante ? Le Red Star a par exemple terminé 4e la saison dernière avec Grégory Poirier, qui est très bon et a fait des énormes choses avec d'autres équipes. Le club a choisi Damien Périnel, qui arrive sans expérience de numéro 1 chez les pros. C'est un coup de poker. Le football décidera, les idées aussi, la manière de réagir des hommes. Plein de choses entrent en compte, mais la Ligue 2, c'est tellement différent. Tu peux battre tout le monde et tu peux te faire humilier chez toi, comme Montpellier par Dunkerque, 3-1, 1-3 la saison dernière, par exemple. Mais derrière, aller gagner à l'extérieur au mental, alors que tu avais justement perdu ces valeurs-là sur le match précédent. C'est vraiment cyclique. L'essentiel, c'est d'être sur une dynamique, de réussir une série, qui sera l'équipe la plus consistante contre Le Mans, comme Le Mans est parvenu à l'être. Lors de son arrivée à Nantes cet été, Mathieu Cafaro a jugé la Ligue 2 plus difficile que la Ligue 1. Vous partagez cet avis ? Totalement, parce qu'en Ligue 1, tous les joueurs sont capables de rivaliser techniquement en Ligue 2. Certains sont moins forts dans cet aspect, mais mentalement, ils ont quelque chose de supplémentaire. C'est déterminant dans ce championnat. En Ligue 1, tu bénéficies de plus d'espace, de peut-être un peu plus de temps pour réfléchir aussi, parce que tactiquement, il y a des choses
totalement différentes qui sont proposées. En Ligue 2, tout le monde est capable de battre tout le monde, alors que rarement les plus grosses équipes chutent en Ligue 1. Très très bonne analyse, hein, excellente analyse même de Damien Perkis. Et moi je voudrais relever quelque chose. Si je devais retenir quelque chose de cet article de Damien Perkis, je dirais ceci. Alors, où est-ce qu'il a mis ça ? Et ça, en fait, je trouve que ça va résumer vraiment notre saison. Je crois que c'est ici. Tac, 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 tac. Hop. Ok, on y est. Hop, c'est parti. Ah. Alors, comme il dit en fait ici, il dit la Ligue 2 c'est tellement différent, tu peux battre tout le monde et tu peux te faire humilier chez toi comme Montpellier par Dunkerque. Alors, effectivement, on peut battre tout le monde en Ligue 2, c'est ça qui est compliqué. Mais pour nous, cette année, je pense qu'en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est réussir à mieux négocier nos matchs à domicile. Voilà, c'est maximiser tous les matchs à domicile par un maximum de victoires et ensuite aller faire des résultats à l'extérieur. Quand je dis à l'extérieur, c'est voilà, c'est victoire ou nul, mais pas de défaite. Voilà, dans l'idéal, c'est vraiment de ne pas perdre de match à l'extérieur. Bonifier en fait nos victoires à domicile par le fait de prendre minimum un point à l'extérieur, bien voyager en gros, hein, et dans l'idéal, une victoire, forcément. Pour ça, je reviendrai sur le calendrier tout à l'heure en fin d'émission. Mais voilà, si on arrive à prendre un point minimum à l'extérieur, on sera vraiment bien. Et faire un maximum de victoires à domicile. Voilà, donc super article, hein, du Midi Libre avec Damien Perkis. Je valide totalement. On passe au second article qui est sorti. Là, ça nous parle un peu plus de la rencontre à venir avec nos absents. Donc c'est parti, Montpellier-Dijon, Montpellier sans Tardieu ni Everson pour la reprise de la saison. Pour lancer la saison samedi 8 août à la Mosson face à Dijon, l'entraîneur montpelliérain sera privé de ses milieux, Florian Tardieu et Everson blessés, et du défenseur Enzo Chato suspendu. Le destin charrie l'ironie. L'an passé, Zoumana Camara était obsédé par le choix de la sentinelle. Tout au long de la saison, il n'a cessé de répertorier dans son effectif ce milieu défensif. Clé de voûte du foot moderne et de son système de jeu. Béchir Omeragic, Everson, Yael Mwanga, voire Théo Chenaï se sont relayés à ce poste. C'est vrai que l'année dernière, c'était pas évident. Hein. Ce que je vous disais tout à l'heure en préambule, Zoumana Camara, il a pas mal cuisiné, on va dire ça comme ça. Il a essayé de trouver la bonne formule, la bonne solution, notamment en première partie de saison, avant de stabiliser ce poste de sentinelle en seconde partie de saison avec l'arrivée d'Everson par la suite qui a pas mal joué. Le choix, reprise de la lecture, le choix de sa première recrue a répondu à cette attente, avec l'arrivée de Florian Tardieu, un joueur d'expérience, 34 ans, une sentinelle rompue à ce rôle. Malchance, l'ancien milieu des Verts s'est blessé à une cheville lors de la rencontre amicale face à Clermont. À 15 jours de la reprise, il est encore aux soins, regrette le technicien montpelliérain. C'est vrai, puisqu'il a été remplacé lors de ce match par Vidal Cartou, qui a fourni une très très belle prestation et qui notamment a fait une bonne préparation. Donc on verra ça par la suite dès samedi contre Dijon pour ses débuts officiels. Voilà, en tant que titulaire, ça va être intéressant à voir. Everson, 22 ans, a souvent occupé ce poste dans les ultimes minutes du match face à Rodez, 4-2. Samedi à la Mosson, il s'est blessé à son tour et souffre d'une petite lésion à une cuisse selon les examens passés mardi. Mukiele apte. Encore heureux qu'il soit apte parce que recruter une recrue blessée, c'est pas trop de bon augure. Ni l'un ni l'autre ne seront présents samedi 8 août à l'heure de la rentrée. Donc c'est officiel, hein. Pas de Tardieu, pas d'Everson, même si bonne nouvelle, Tardieu a l'air il marche sans béquille maintenant, hein. J'ai pu le voir notamment sur une vidéo du X du club, donc ça c'est une bonne nouvelle. Faut juste souhaiter voilà, que la rééducation se fasse bien et qu'il soit apte pour la seconde journée à Nancy. Donc ni l'un ni l'autre ne seront présents samedi 8 août à l'heure de la rentrée à 20h45 à la Mosson face à Dijon.
Faute de ces deux joueurs, l'entraîneur montpelliérain devrait reconduire Delam Meda pour jouer devant la défense. L'ancien Palois, habituel défenseur central, a dépanné pendant 1 heure devant les Aveyronnais et satisfait tout le monde. L'accumulation de Pépin à ce poste de numéro 6 concentre le point noir. Zoumana Camara doit également composer sans son latéral droit. Enzo Chato qui purgera un match de suspension. Naoufel El Hanache, arrivé la semaine passée du Paris Saint-Germain sous forme de prêt, devrait le suppléer après avoir débuté devant Rodez. La dernière recrue, Nordan Mukiele, prêté samedi par Rennes, a pris part à ses premières séances en ce début de semaine et est apte à jouer. Ok, donc voilà, ça c'est pour la mise à jour. Donc pas d'Everson, pas de Florian Tardieu, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a Delam Meda qui est en capacité de jouer à ce poste de sentinelle et qui a fait sur le dernier match de préparation contre Rodez une très très bonne prestation au milieu, conclu par un but, un joli but dans la surface avec une belle reprise de volée. Donc Meda peut jouer ce rôle-là de sentinelle, il peut dépanner sous réserve et en attente du retour de Florian Tardieu. Maintenant, vu qu'il nous reste du temps, il serait bien, je pense, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire et puis aussi et puis dans le chat si vous le souhaitez, mais il serait bien à mon sens que le club s'active sur une sentinelle de remplacement, un backup à Florian Tardieu de façon à laisser Delam Meda se concentrer intégralement sur ce poste de défenseur central parce que, à mon sens, plus on répète les actions et les efforts au même poste et plus on va se bonifier, plus on va progresser. Voilà. Mais la polyvalence reste un atout et quand on l'a, il faut l'utiliser. Voilà. Donc pour l'instant, ça sera Meda au poste de sentinelle. Et il fera l'affaire, parce qu'il sait le faire et puis il a déjà fait et puis il le fait bien. Donc ça c'est très bien. Voilà. On passe du coup au prochain article. Avant ça, je vais voir si vous avez des... Je vais voir si il y a... Non, il n'y a rien. Donc here we go, on est reparti. Tac, on revient ici. Donc prochain article. Alors celui-là, il est pas mal, parce qu'il faut un focus sur notre jeunesse. On est parti, Montpellier-Dijon, Montpellier sont millefeuilles de jeunes joueurs pour croquer l'avenir en Ligue 2. On l'espère. On l'espère parce que comme je vous disais tout à l'heure au début de l'émission, la descente est une opportunité de repartir sur des basses scènes. Et les basses scènes, pour moi, c'est nos forces vives. Et ces forces vives, elles sont représentées par... le centre de formation, voilà, il faut qu'il y ait un maximum de joueurs issus du centre qu'on doit développer. Voilà, on doit les développer pour les valoriser, puisqu'on sait très bien que ces joueurs, on ne va pas les garder éternellement au club, mais ça doit être une valorisation pour nous. Voilà. Un peu comme l'a été Maxime Estève, qui au final est une belle aubaine, parce que grâce à son transfert à Leipzig, finalement, et le pourcentage à la revente inclus dans le contrat par Laurent Nicolin, au final, on a quand même une bonne manne financière, une certaine manne financière, je ne connais pas le montant, qui permet au club de faire des efforts sur ce mercato, qui est de qualité, je le souligne encore une fois. Voilà. Donc on est parti. Noah Vidal-Cartou fait partie des grands espoirs du MHSC, je confirme. Émergence des finalistes de la Gambardella, près de gamins de 20 ans, le club héroltais fait le pari de plusieurs générations de jeunes pour aborder cette nouvelle saison en Ligue 2. Et à mon sens, ça reste un bon choix, même si on pourrait avoir un ou deux joueurs d'expérience pour compléter l'effectif. Julien Laporte s'avance presque seul. Les trentenaires TJ Savanier, emblème d'hier, Christopher Julien ou Alexandre Mendy, buteur arrivé à l'été 2025, mais aussi Béchir Omeragic, ancien capitaine parti dès février, ne sont plus là. Et font de l'ancien Lorientais un cadre expérimenté, voire un tuteur d'une équipe rajeunie par la force d'une chute en Ligue 2. De l'évaporation des droits télé, de finances amincies et d'un ajustement salarial. Avec le gardien Mathieu Michel et Florian Tardieu, l'une des 7 recrues, le capitaine du MHSC escorte la rupture de Montpellier.
qui a vidé les cadres de son vestiaire, jugé responsable de la rétrogradation en 2025, c'est vrai, et créé un appel d'air frais porté par une nouvelle jeunesse. C'est un bon choix. Des jeunes d'ici, des jeunes d'ailleurs, qui donnent de faux airs d'anciens à Nicolas Pays, 23 ans, pas faux, ou aux recrues comme Delam Meda, 24 ans, et Mamadou Camara, de très très bonnes recrues. Et là, j'ai bon. Là, j'ai bon aussi, puisque je vous parlais il y a quelques minutes de valorisation. Et en fait, quand on fait des recrues entre 20 et 26 ans, voilà, c'est bien parce qu'en fait, à la revente, on peut espérer faire une belle plus-value. Donc, les choix sont bons. Montpellier ressort une vieille recette partant de crise, revient à marche forcée vers son éternelle bouée de sauvetage, celle de la vitalité de son centre de formation. Boussole par vent mauvais, portée par la génération de Laurent Blanc, puis celle de Bruno Carotti, ou plus récemment de Younes Belanda. Vidal Cartou en éclaireur. Avec comme tête de pont les finalistes de la Coupe Gambardella et son club des 5, Noah Vidal Cartou, Lassine Maignan, Hichem Abderrebi, Mati Chambon et Tidjane Diallo intégrés à l'effectif professionnel. On a encore rajeuni, mais ce n'est pas un problème, cautionne Zoumana Camara. Il y a une volonté du club de développer les jeunes issus du club. La génération Gambardella est une belle génération. J'essaie de prévenir qu'ils ne sont pas prêts tout de suite. Il faut leur laisser le temps de se développer. C'est vrai, ils ne sont pas prêts tout de suite. Mais face à un cas de force majeure, je parle notamment au poste de Vidal Cartou, à savoir milieu centre, meneur de jeu avancé. Actuellement, on n'a personne. Et celui qui a montré le plus de qualité, en tout cas, jusqu'à présent dans cette préparation, c'est Vidal Cartou. Et Zoumana Camara a choisi de lui faire confiance. Pour preuve, il ne souhaite plus garder comment il s'appelle, Khalil Fayad, à qui il a stipulé clairement qu'il ne comptait pas sur lui et qu'il devrait se trouver à une porte de sortie avec le mercato restant. Mais voilà, c'est très bien que Zoumana Camara fasse confiance à cette jeune génération de Gambardella, finaliste de Gambardella, et qu'il les valorise en leur offrant des opportunités de jeu. Maintenant, c'est à eux d'aller saisir ces opportunités-là. Et en tout cas, Vidal Cartou est bien parti. Voilà, Maignan Pavé aussi commence à montrer le bout de son nez. Mais voilà, il faut bien garder en tête, il va falloir être patient, tolérant. Ils ne sont pas prêts, ils ont du potentiel à développer. Voilà, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Mais en termes de valorisation, voilà, de talent brut, c'est très bien que le club ait inclus les 5 dans le groupe pro. Vidal Cartou est-il le nouveau Belanda? Le joyau du Montpellier Hérault n'a rien du bulldozer franco-marocain. En mai 2009, le meneur de jeu avait éclaboussé de sa classe la finale de la Gambardella et l'œil rieur du futur entraîneur René Girard. 3 mois plus tard, il défiait Makelele et le Paris Saint-Germain pour le retour en Ligue 1. C'est vrai, je me rappelle. Sacré match d'ailleurs. Vidal Cartou, lui, grignote la patience de Zoumana Camara. Force la porte vers le monde pro comme une évidence. Et on souhaite qu'il soit rapidement sécurisé avec un contrat pro d'ailleurs. Auteur d'une bonne préparation, le milieu offensif s'avance dans les espaces vacants, né de la blessure de Tardieu. Certains, comme Noah, sont en avance, s'expriment un peu mieux que d'autres. On va laisser le temps à Lassine Maignan ou Hichem Abderrebi d'arriver, nuance Camara. Ces 5-là ne seront pas isolés dans le vestiaire. Théo Chenaï, Yael Mwanga, vice-capitaine, Yanis Issoufou, Axel Guéguin au contrat prolongé malgré son opération du genou, ou Victor Zodic sont leurs aînés mais flirtent avec la vingtaine. Et ça, c'est magnifique en fait, parce que quand je vous parle de force vive, c'est d'eux que je parle, quoi. C'est d'eux que je parle. Théo Chenaï, il a été prolongé l'année dernière, belle découverte aussi. Et il a montré de très très belles choses, ainsi que Yael Mwanga. J'attends beaucoup de Chenaï cette année. Pour moi, ça doit être le joueur à suivre, puisque en parlant encore une fois de nos forces vives, ça doit être notre joueur à suivre, puisque c'est un vrai pitbull au milieu de terrain. Et ses capacités à multiplier les efforts vont lui permettre de passer un step et un cap cette année, notamment avec la présence d'une bonne sentinelle comme Tardieu, et aussi de Meda qui est en capacité de faire du bon boulot et un bon remplacement à ce poste-là. Mais en tout cas, voilà, ce qui est beau là-dedans, c'est que Zoumana Camara utilise ses forces vives et les valorise. Donc ça, c'est très bien. L'an passé, Camara, ancien formateur des U19 du PSG, leur a ouvert les portes vers une place en Ligue 2.
Chacun, à sa manière, s'est inscrit dans la durée dans une équipe sur de nouveaux rails depuis janvier. Alors, avec Chennai comme moteur à explosion, ce n'est pas tout. Tout comme la saison précédente, Montpellier a pioché dans certains centres de formation prestigieux des gamins de 20 ans. Le Rennais Nordan Mukiele, le Parisien Naoufel Elanache et le Lyonnais Daryl Belnalou pour compléter le groupe. Pour amortir le choc de la transition, Montpellier compte sur les bonus de transfert d'anciennes pépites comme le défenseur central Maxime Estève à la plus-value conséquente avec son passage 32 millions d'euros. Joli transfert de Burnley à Leipzig pour solder les dérives du passé et écrire le présent. Ouais, et comme je vous disais, le choix est bon. Moi, j'aime ce virage que prend le club dans la reconstruction, puisque le groupe est beaucoup mieux construit. À mon sens, cette année, il est beaucoup mieux construit. Zoumana Camara est mieux armé. On a recruté dans les centres de formation des joueurs à potentiel aussi. Donc, ça va être vraiment des joueurs à valeur ajoutée qui vont être en capacité de nous apporter quelque chose quand ils vont faire leur rentrée en jeu. Voilà. Maintenant, il y aura, comme je disais dans les épisodes précédents, une certaine cohésion défensive à trouver. Puisqu'on sait marquer des buts, mais il va s'agir de rester bien concentré pour ne pas en prendre, ou du moins limiter les buts qu'on va prendre et de ne pas être trop porté vers l'avant non plus. Mais quand on sera en phase offensive, être clinique et chirurgical, voilà. Maximiser nos opportunités offensives de faire la différence. Mais en tout cas, cette reconstruction du groupe pro et le mercato en cours est très très enthousiasmant. Ok, c'est tout pour cet article. Je vais voir s'il y a des commentaires. Non, ok, here we go. Let's go. Hop là, on est parti. Ça, on ferme et on revient. Donc, ça nous amène pour le coup. Ok, ceux-là j'ai vu pas super intéressant puisque ça fait juste, je vais vous montrer, ça fait juste le bilan de tous les frères qui sont passés au sein du club. Donc, ça nous amène à l'époque de Risetto. Sacrée époque d'ailleurs. Moi perso j'étais gosse. Mais voilà, on a un panel de frangins qui ont connu le groupe pro à Montpellier. Mais voilà, article pas très pertinent, qui a le mérite d'exister. Et du coup, je vais vous emmener directement sur l'équipe, puisqu'il y a un bel article aussi là, et qui montre en fait la volonté, la continuité du club de se renforcer. Donc voilà l'article. Montpellier s'intéresse à Zouaoui. Ok. Donc, pisté par Nantes, le latéral gauche du Havre, Ligue 1, fait aussi l'objet d'un vif intérêt de Montpellier. Article écrit par Flavien Tressarieux, publié le 4 août 2026 à 22h02. Ok, donc beau travail puisque l'article est sorti assez tard hier soir. Donc on va se le lire. Alors que Nantes semblait bien parti pour recruter Yanis Zouaoui, un nouvel acteur inattendu s'est invité dans la course à la signature du latéral gauche havrais. Montpellier, un autre pensionnaire de Ligue 2, apprécie tout particulièrement le profil de l'Algérien de 28 ans, auquel il ne reste qu'une seule année de contrat au HAC. Si aucune offre ne serait encore parvenue aux dirigeants normands, les Héroltais réfléchiraient à passer à l'action afin de subtiliser le Marseillais d'origine au FC Nantes. Ces 2 dernières saisons, Zouaoui a accumulé 47 apparitions en Ligue 1 sous les couleurs du Havre. Ok. Donc ce qui est intéressant là-dedans, en tout cas, moi ce que je trouve bien, c'est cette volonté de continuer à étoffer et à améliorer l'effectif. Surtout à ce poste de latéral gauche, puisque maintenant Mincarelli a quitté le club, c'est officiel. Et même si Elanache est en capacité de jouer au poste d'arrière gauche, c'est pour dépanner, il ne sera pas un rendement maximal, je pense. Donc c'est bien de mettre un puriste et un spécialiste du poste là-bas, et surtout d'offrir une concurrence importante à Théo Saint-Luce, à qui il reste aussi 1 an de contrat. Mais si ça se fait, c'est bien. Si ça se fait pas, c'est pas grave en soi, parce que il y a cette volonté
de chercher à doubler le poste. Et c'est ça vraiment l'information principale. Maintenant, Joailly, pour tout vous avouer, j'ai pas trop suivi la Ligue 1 l'année dernière. L'idée maintenant, ça doit être pour le club d'avoir une recrue de qualité, voilà, une recrue impactante qui va apporter vraiment de la valeur ajoutée, comme je le dis, hein. Moi, quand je parle mercato, je parle vraiment de ces deux termes-là, joueur d'impact et valeur ajoutée à l'effectif. Voilà. Pourquoi ? Parce que l'idée, ça doit être, peu importe celui qui joue ou celui qui rentre en jeu, c'est d'apporter de l'impact et une valeur à l'effectif déjà présent et au travail qui aura déjà été effectué par le 11 qui aura été aligné. Voilà. Donc, en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que le club bosse, le club continue de bosser pour trouver des joueurs pour renforcer l'équipe. Et en fait, cette envie de renforcer l'équipe, moi, me conforte dans l'idée qu'on doit vraiment jouer les 5 premières places. Voilà. On doit aller semer la zizanie dans les 5 premières places et dans le meilleur des cas, se qualifier directement pour la Ligue 1, enfin remonter directement en chopant la première et la deuxième place. Et dans le pire des cas, être cinquième pour aller se bagarrer pour les playoffs. Voilà. Après, les playoffs, ça serait génial aussi parce que ça donnerait un prolongement de la saison. Et puis, ça amènerait pas mal de monde aussi à la Mosson. Donc, intéressant, il y a des choses à faire. Le mercato n'est pas fini, il se termine le 1er septembre, voilà, à 20h. Et le club bosse, laissons-les bosser tranquillement pour renforcer encore et étoffer l'effectif. Mais il y a des choses sympas, il y a des choses sympas à venir et c'est très plaisant, vraiment, vraiment plaisant. Maintenant, on va se projeter un peu. Projetons-nous, quoique, attendez, on va faire un petit tour ici. On va essayer de faire une petite mise à jour. Non, il n'y a rien de neuf. Ok. Donc, vu qu'il n'y a rien de neuf, voilà ce que je vous propose. On va se faire ceci. Donc, moi, ce que je voudrais vous proposer, puisqu'on est quand même à J-3 du match, voilà ce que j'aimerais voir. Non, ça sera mieux ici. Voilà ce que j'aimerais voir avec actuellement les absences et les forces en présence. Donc, pas d'Everson, pas de Tardieu. Donc, pour moi, je mettrais Maeda au poste de sentinelle. C'est comme ça que je vois la chose. Ensuite, au poste d'ailier gauche, j'aimerais beaucoup voir Nordan Mukiele, tout simplement parce que c'est une recrue. Quand on prend une recrue, comme je vous disais dans les épisodes précédents, c'est pas pour c'est pas pour le mettre sur le banc. Surtout que il est en capacité, il est apte, hein, comme on a pu voir dans l'article. Dans les articles du Midi Libre, il est apte à jouer, donc il n'y a pas de raison de ne pas le souligner. De ne pas l'aligner, pardon, la seule raison pour laquelle il ne serait pas aligné d'entrée, c'est peut-être parce que il n'a pas fait de match de préparation avec l'équipe et qu'il n'y a pas d'automatisme naissant. C'est la seule raison. Mais pour avoir assisté à l'entraînement d'avant-hier, en comparaison avec Issoufou, on connaît Issoufou. Il est avec nous depuis la seconde partie de la saison dernière. En comparaison, physiquement, il y a un gap. Voilà. Mukiele, il est beaucoup plus grand. Et surtout, physiquement, il est plus avancé. Il a un physique beaucoup plus avancé. Donc, dans l'idée de fatiguer et de semer la zizanie au sein de la défense et du milieu adverse, j'aimerais bien voir Zoumana Camara faire un pari et aligner Nordan Mukiele d'entrée. Et avec 1 heure de jeu, hein, l'idée c'est qu'il se familiarise aussi avec Amadou Camara, Nicolas Peyi, Noah Vidal-Cartou, Chenahi et puis Maeda. J'aimerais bien voir Zoumana Camara aligner directement Nordan Mukiele. Maintenant, s'il ne le fait pas, on aurait Issoufou pour une question de repère et d'automatisme. Là aussi, ça a tout son sens. Et en revanche, j'aimerais bien le voir pour les 30 dernières minutes. Voilà. Histoire qui commence aussi pour les mêmes raisons que j'ai évoquées. Automatisme et création de repères naissants avec le milieu et l'attaque et l'ensemble de l'équipe, mais en condition de match réel et pas juste d'entraînement. Maintenant, quoi qu'il arrive, quelle que soit la décision que prendra Zoumana Camara,
ça serait une bonne décision. Voilà, parce qu'il y a un contexte aussi. Il est arrivé la veille du match, je crois, ou le jour du match. En tout cas, son contrat a été officialisé pendant le match contre Rodez. La présentation a été officialisée à ce moment-là. Et puis, il a commencé la préparation directe, mais pour la vraie compétition qui aura lieu dès samedi. Voilà, donc moi, c'est l'équipe que j'aimerais voir, en tout cas, samedi. C'est qui est une équipe offensive et portée sur la course, puisque là, ça court. Mukele, ça court. Camara, ça court. Enfin, tout est jeune, ça court, c'est vif et c'est percutant. C'est percutant. Et puis, bon, ici, il y a de la maîtrise, vraiment. En tout cas, je suis très emballé. Voilà, donc c'est ce que je vous propose. On verra maintenant, puisque demain, demain, il y a entraînement public, mais j'irai pas. Et vendredi, c'est à huis clos, veille de match obligatoire, c'est à huis clos, donc on verra. Voilà. Donc, c'était tout ce que je voulais vous proposer aujourd'hui. Demain, je vous dis à demain, puisque demain, je vais essayer de vous proposer un spécial Dijon. On va essayer de parler de Dijon, de s'informer sur Dijon, voir, étudier un peu cette équipe, voir leurs forces, leurs faiblesses. Bref, on va se renseigner, on va faire un peu d'espionnage, tactique et informel, mais ça va être cool, la reprise de la saison se rapproche et puis j'ai hâte qu'on commence vraiment et puis qu'on puisse rentrer dans les débriefs, l'analyse. Tout est prêt de mon côté là pour vraiment regarder un maximum de matchs et vous apporter un maximum d'informations sur nos adversaires aussi. Mais voilà, step by step. En tout cas, voilà, le grand moment arrive et ça va être chouette. Voilà. Bon visionnage, ok. N'hésitez pas à commenter et à suivre la chaîne pour ceux à qui ça convient, ceux qui seront satisfaits. Ou si vous avez des idées, voilà, n'hésitez pas en commentaire. Mais envoyez-moi vos propositions et puis je ferai au mieux pour proposer la meilleure expérience possible. Allez, bonne soirée, à demain. Ciao.